Nous entendrons maintenant deux collaborateurs, dis-je, au Centre national d'excellence en santé mentale, le CNESM, François Neveu et Olivier Jackson, qui nous parleront notamment des principaux défis et enjeux dans l'intégration de cette approche dans la formation et la pratique des équipes CIV et CIM au Québec. Également de comment le CNESM entrevoit l'avenir par rapport à l'implantation et l'utilisation de ce modèle et de l'influence de l'implantation de l'approche sur le processus d'homologation. Pour vous les présenter brièvement, détenteur d'un doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, François Neveu a d'abord agi en tant qu'intervenant terrain dans le milieu communautaire pendant 9 ans. Par la suite, il a occupé les fonctions de directeur pour l'organisme Projet Suivi Communautaire dans le sud-ouest de Montréal. Il est, depuis 2009, conseiller au Centre national d'excellence en santé mentale. Son collègue, Olivier Jackson, a pour sa part amorcé son parcours dans le réseau de la santé et des services sociaux en tant qu'infirmier clinicien au sein de l'équipe CIM du Haut-Richelieu-Rouville. Il a conséquemment été nommé chef d'équipe puis gestionnaire des équipes CIM-CIV, premier épisode psychotique. Il est conseiller au Centre national d'excellence en santé mentale depuis 2011. Messieurs, à vous la parole. Ben oui. On va essayer de sortir de là. Eh oui, la souris. La souris, c'est quoi? C'est ça. On cherche notre présentation. On cherche notre souris. Ça, c'est Catherine, celle-là. Ouais. Merci, Eric. Slideshow. Good. Donc, merci Mireille. Donc, on va vous parler, dans le fond, un peu de comment on voit l'implantation de l'approche, autant dans les équipes CIV que dans les équipes CIM. Donc, on va commencer par le CIV. Donc, moi, c'est François Neveu. Puis après ça, je vais donner la parole à Olivier, qui va faire un peu le tour là, pour les équipes CIM là, au Québec. Tu es grand. Merci. C'est clair que quand on parle, dans le fond, de l'approche axée sur les forces, déjà, même avant le projet de recherche, les écrits de Rapp et Gosha, les écrits sur cette approche-là avaient déjà quand même teinté de beaucoup la vision qu'on avait du soutien d'intensité variable. On a relevé des ingrédients pour, dans le fond, nous aider à mettre en place des structures qui seraient à long terme là, des bases, des balises sur lesquelles on allait construire la pratique. Et déjà, dans les écrits, on commençait à parler de la grosseur des charges de cas, donc à peu près d'avoir 18-20 personnes au maximum, l'endroit des rencontres, donc d'aller dans la communauté. On mentionnait aussi l'importance d'avoir la présence des forces dans le processus clinique. On a parlé beaucoup des réunions cliniques et on a commencé à parler, dans le fond, de supervision clinique et d'accompagnement sur le terrain. Fait que donc déjà, on essayait de mettre la table pour probablement ce qui s'avérerait plus tard, peut-être une implantation plus facile, parce qu'il y aurait déjà des ingrédients là, avec lesquels on serait à l'aise. En 2011, on a eu une délégation de 8 personnes qui est allée au Kansas pour recevoir la formation, puis voir un peu comment les équipes là-bas avaient organisé cette approche-là dans un travail là, pour aller dans des suivis dans la communauté. On a trouvé ça très intéressant. On est revenu, le CNSM a commencé à offrir une journée de formation sur l'approche par les forces pour les intervenants au niveau du SIV. L'objectif était vraiment de commencer à sensibiliser les intervenants à l'importance d'intégrer les forces. L'importance aussi de se voir peut-être un peu, là, comme on en a parlé beaucoup, autant dans la présentation de M. Gosha que dans la présentation de Mme Briand, un peu changer un peu notre posture comme intervenant, de voir un peu les choses différemment. Fait que donc, c'est clair que cette journée-là n'avait pas pour but d'amener une implantation complète dans les milieux, parce qu'on n'était pas en mesure de donner le soutien nécessaire, mais commencer à changer, par exemple, les philosophies des gens. Et ça, je pense qu'avec le temps, on a vu là, que les intervenants commencent de plus en plus à être à l'aise avec l'idée d'aller chercher les forces puis de cette approche-là. Avec le projet de recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des équipes qui ont commencé à vraiment mettre en place toute cette approche-là d'une façon très rigoureuse. Ça a amené énormément de questions, que ce soit de ces équipes-là ou je dirais dans nos interactions avec nos autres équipes. Il y a 4 équipes
SIV qui ont participé au projet, mais il y en a quand même, on en a 110 au Québec. Donc, il y en avait beaucoup d'autres équipes qui, certaines par eux-mêmes, essayaient d'implanter des choses, d'autres qui étaient encore peut-être dans un stade de pré de contemplation par rapport à l'approche. Un des éléments qui est venu quand même assez majeur, c'est comment on allait colliger les forces. Je vous dirais qu'on a parlé beaucoup des outils, les équipes qui sont dans le projet ont dit à quel point d'être rigoureux et d'avoir à le faire les a aidés. Dans certaines équipes, c'est sûr que de voir l'approche par les forces, on voyait aussi des nouveaux outils. Et donc, certaines équipes essayaient de regrouper les outils, donc de mettre des forces dans un plan d'intervention au lieu de peut-être de prendre l'outil à part. Fait que ça a amené quand même une certaine forme de questionnement sur est-ce que tout est nécessaire. C'est clair que vous allez voir, quand on va arriver au processus d'homologation, il y a quand même des choses avec lesquelles on commence à avoir des idées plus claires là, grâce à ce qu'on a vu chez nos équipes. Une fois qu'on a relevé les forces, comment on les utilise dans le plan d'intervention? Parce qu'on a vu des équipes qui ont été quand même assez bonnes pour relever les forces des gens. Par contre, quand venait le temps de regarder le travail clinique, on ne voyait pas beaucoup comment on utilisait ces forces-là pour continuer à faire cheminer la personne. Ça restait un autre défi. Ça va être un défi qu'on va continuer à avoir, là, à bien, une fois qu'on les a relevées, les forces, si on dit que la personne a un réseau qui est soutenant, une famille présente, bien, comment on va retrouver ces forces-là dans le fond, les moyens pour atteindre, dans le fond, les objectifs de la personne. L'autre élément qu'on a eu aussi à concilier, c'est on a une approche qui veut, dans le fond, amener les gens plus loin, les aider à se redéfinir. Dans le fond, on veut les amener à rêver à une vie meilleure, puis à les accompagner dans tous leurs buts puis dans leurs souhaits. Et ça, je vous dirais que la plupart des équipes sont très volontaires à essayer ce bout-là. Par contre, on se retrouvait avec une partie de clientèle qui avait quand même des besoins, surtout ceux qui sont non reconnus de leur part, et comment on allait colliger, dans le fond, la philosophie de l'approche avec un peu notre travail, puis vous allez voir, Olivier Ansim va en parler un peu plus, où dans certains cas, on doit quand même accompagner des gens aussi face à des besoins qu'ils ne reconnaissent peut-être pas encore beaucoup. Fait qu'on avait quand même des défis à ce niveau-là. Là. Il y a des défis qui nous restent encore, là, dans le fond, à surmonter. En 2015, donc, toutes les équipes au niveau du SIV doivent avoir maintenant un processus d'homologation. Et le CNESM a donc été mandaté pour, dans le fond, faire cette évaluation-là. Et donc, c'est sûr que ça nous a amené à avoir peut-être une possibilité, dans le fond, d'implanter des choses, donc, au niveau des équipes, pour que cette approche-là soit vivante. C'est une approche à laquelle on croit. On est là pour soutenir les bonnes pratiques, on voit les résultats. Comme disait M. Latimer, il reste encore à avoir des recherches, mais ce qu'on voit présentement, c'est très intéressant. Donc, au niveau du processus clinique, quand on parle de l'homologation, il va y avoir une attente claire que les forces soient colligées. Donc, on va s'attendre à ce qu'on puisse mettre en place un outil qui va vraiment bien faire ressortir les forces des gens. C'est sûr qu'on va proposer celui qui, dans le fond, est utilisé dans l'approche. Par contre, on ne l'imposera pas, mais ce qu'on va s'attendre, c'est que les forces soient très bien relevées, par contre. On s'attend aussi à voir dans un plan d'intervention de très bien identifier les souhaits de la personne. C'est quoi son projet de vie? C'est quoi ses objectifs? Donc, on en a parlé, on veut vraiment tomber dans une vision où on va aider la personne à construire sa vie et ça doit donc transparaître et non pas qu'un plan d'intervention contienne juste des objectifs de l'équipe et qu'on oublie dans le fond qu'est-ce que la personne souhaite. On souhaite aussi de voir au niveau des outils cliniques que les forces qui ont été découvertes soient utilisées dans le fond dans les moyens pour atteindre des objectifs. Donc, c'est des choses que moi et ma collègue Marie-André, on est particulièrement vigilants quand on s'en va regarder, là, dans le fond, là, les processus, les outils cliniques utilisés par les équipes. Au niveau de la structure du programme SIV, il y a déjà des choses qui ont été balisées qui vont nous aider pour réussir à, dans le fond, faire vivre cette pratique-là. On parlait des charges de cas. Bien, le plan d'action 2015-2020 a, pour le SIV, ciblé un intervenant pour 18 personnes, donc c'est ce qui est recommandé. On s'attend à ce qu'il y ait la majorité des contacts dans la communauté, donc plus de 85% des contacts. C'est des éléments qu'on va aller questionner chez nos équipes. On souhaite aussi que la rencontre d'équipe soit plus structurée.
On encourage beaucoup des présentations de cas. Catherine l'a présenté là, avec une façon vraiment très structurée d'amener. Donc, on s'attend à ce que ça soit mis en place. Et on commence à amener les milieux à se questionner sur quel est le processus de supervision clinique qui est mis en place. Est-ce qu'on a une supervision clinique au niveau des rencontres d'équipe? Est-ce qu'on a des superviseurs cliniques qui vont pouvoir donner, dans le fond, au niveau là, des individus, là, soutenir nos intervenants? Comme on l'a dit, cette approche-là demande quand même beaucoup d'habileté, des compétences complexes, et donc on veut les soutenir à ce niveau-là. L'autre élément qu'on va aussi regarder, qui va être intéressant avec les années, c'est tous les indicateurs, dans le fond, externes au niveau de la pratique SIV. La première journée où j'ai eu la chance d'entendre Rick Goscha présenter à notre petit groupe au Kansas, il mettait beaucoup d'importance sur, dans le fond, d'évaluer un peu des indicateurs externes pour voir qu'est-ce que notre travail amène comme impact dans la vie des gens. Et depuis, dans le fond, notre retour, le Centre national a commencé à colliger, avec l'aide de toutes nos équipes là, qui participent là, volontairement, dans le fond, à nous envoyer là, des indicateurs, plusieurs éléments qui nous permettent de voir jusqu'à quel point, dans le fond, notre pratique amène des changements. On en voit beaucoup. C'est sûr qu'on a les indicateurs usuels, la réhospitalisation, le retour au travail, aux études, mais un qu'on a spécifiquement mis, dans le fond, pour vraiment voir un peu si on suit un peu l'esprit de l'approche, c'est les activités que les personnes ont hors du réseau de la santé mentale. Donc, est-ce que nos équipes, on est en mesure, dans le fond, d'aider les gens à se réintégrer dans la communauté, ou si nos services en santé mentale finissent par être encore, là, je vous dirais, l'encre. Et on voit qu'avec les années, ce pourcentage-là augmente. Et ça va être intéressant de voir au niveau des équipes qui maîtrisent l'approche, comparé à des équipes peut-être qui ne l'utilisent pas, si on voit des différences entre ces équipes-là. Donc, c'est des choses qui vont nous amener là, à être vigilants dans les prochaines années. En conclusion, pour le SIV, c'est clair que l'approche par les forces, excusez là, si j'ai mis le modèle, là, dans le fond, c'est toujours comment on... Là, ce que j'ai vu, ce qu'Éric m'a dit hier, c'est dans le fond l'approche axée sur les forces. Là, quand tu me l'as dit hier, si j'avais eu le temps de refaire mon PowerPoint, je l'aurais changé. Donc, vraiment, ça a eu un impact majeur, déjà en partant sur notre façon de structurer comment on va offrir le soutien d'intensité variable. C'est clair que dans notre processus d'homologation, on va essayer le plus possible de faire vivre les principes qu'on a vus, d'aller évaluer ce que les équipes font, de recommander, dans le fond, aux équipes d'aller de plus en plus proches. Fait que donc, on est quand même très confiant que cette approche-là va avoir un impact majeur, qu'elle va continuer à avoir un impact majeur. Il nous reste des choses à attacher sur les outils, comment on va tout faire vivre ces choses-là dans un contexte où l'équipe CIV travaille avec d'autres partenaires. Mais jusqu'à date, si on regarde de où on est parti, où on est rendu, c'est vraiment très positif. Je vais te laisser y aller pour le CIM, Olivier. Merci. Donc, au CIM, je dirais que l'approche par les forces s'est faite plutôt dans un deuxième temps. On a laissé le SIV l'importer au Québec et après ça, on a essayé de copier qu'est-ce qu'ils font. Parce que le CIM existe depuis beaucoup plus longtemps, déjà bien implanté au Québec. On a 49 équipes. Puis aujourd'hui, je veux juste regarder un petit peu les défis, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé dans les équipes, parce qu'on n'a pas... À travers le monde, dans la littérature, c'est un peu qu'est-ce que je posais la question à M. Goscha tantôt. Il n'y a pas d'équipe qui a commencé à intégrer comme tel le modèle de RAP et Goscha dans les équipes ACT. Par contre, au Québec, on a commencé tranquillement à avoir des équipes qui s'y intéressent fortement. Et on voit qu'il y a une certaine compatibilité qui est en train de s'installer. Je dirais qu'au début, avant l'approche par les forces, qu'est-ce qu'on constatait dans les équipes? C'est qu'on voyait que la plupart, il y a beaucoup d'intervenants qui ont été formés avec un paradigme de s'intéresser au côté positif de la personne, de faire ressortir le côté sain de la personne. Ces professionnels-là sont dans nos équipes de suivi intensif, donc on peut parler des psychoéducateurs, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, et même certains paradigmes au niveau des soins infirmiers qu'on sait qu'on veut aller chercher la partie saine de la personne. Donc c'était déjà présent, mais quand on regardait au niveau de le comparer avec l'approche par les forces, bien, on voyait souvent ça prenait la place d'une petite case
cases dans le plan d'intervention. Donc, il y avait une ligne qui était marquée, bien, le client est courageux, il est honnête, il est ponctuel. Donc, on avait probablement les clients les plus courageux du Québec. Mais c'était pas très... c'était difficile à se servir des forces pour enclencher vraiment un changement puis que la personne puisse s'accaparer finalement la reprise du pouvoir d'agir comme on veut viser au niveau du rétablissement. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans nos équipes avant l'intégration. Quand on a commencé à la diffuser, l'approche par les forces, je dirais by the book, là, donc quand on a commencé à le diffuser, ça a été perçu vraiment comme, bon, c'est intéressant, c'est une bonne approche, c'est un côté positif rattaché à l'approche, mais en même temps, c'est vécu comme un document de plus. On est une équipe interdisciplinaire autour de la table. Les gens sont tous déjà avec des évaluations professionnelles à réaliser pour plusieurs clients. On avait les plans d'intervention, les PTI, les collectes de données. Donc, de faire un inventaire par les forces, les gens percevaient ça un peu comme c'est super intéressant, on voit la plus-value, mais en même temps, on n'a pas le temps de le faire. Donc, je retrache un petit peu à ce que Mme Briand parlait tantôt, qu'au niveau du temps, c'est un défi. En même temps, au niveau réaliste aussi, il y avait quelque chose qui était un certain choc dans l'ADN même du suivi intensif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on s'adresse à une équipe de traitement. Depuis le début de la journée, qu'est-ce qu'on a entendu dire? C'est qu'il y a certaines difficultés des fois qui peuvent se mettre sur la route quand on veut implanter l'approche par les forces. On parle d'une clientèle des fois qui peut être symptomatique. On parle d'une clientèle qui a qui a côtoyé le réseau pendant longtemps, ça a été nommé. Une clientèle qui est vieillissante ou qui a une difficulté qui n'est pas, dans le fond, qui n'a pas le côté volontaire au niveau de l'adhésion à l'équipe traitante. Bien, ces composantes-là, on parlait de comorbidité tantôt aussi. C'est toutes des composantes qu'on va retrouver dans nos équipes de suivi intensif. Fait que le premier réflexe de dire « Ah, bien, ça va être complètement compatible », c'est un peu difficile à envisager parce qu'on parle d'une équipe de traitement. Donc, dire on va s'asseoir puis faire l'inventaire des forces avec un client, quand une personne n'est pas volontaire à entrer dans le programme, sous contrainte légale, il y a comme une certaine contradiction apparente, en tout cas, qui peut être là. Donc, on parlait aussi des équipes qui nous ont rapporté, de dire, bien, on est tellement dans une clientèle complexe qu'on est souvent dans la résolution de problèmes au quotidien. On veut se projeter dans les projets de vie du client, dans des objectifs un petit peu plus réalistes, mais en même temps, on est vraiment on éteint des feux au quotidien, puis qu'on a moins le temps de remplir des outils, des choses comme ça. C'est quelque chose qui revenait souvent. On parle d'intégration dans la communauté. Quand je parlais d'un choc avec l'ADN du suivi intensif, les équipes ont été construites quand même avec la mentalité de l'équipe a la responsabilité d'offrir tout ce qu'il faut pour maintenir la personne dans sa communauté, d'avoir une vie satisfaisante dans la communauté. Ce qui veut dire que le réflexe premier des équipes de suivi intensif, à l'origine, était si on avait un certain nombre de clients qui voulaient faire du sport, bien, on va développer un groupe de sport. Si on a des gens qui ont besoin de thérapie au niveau de la toxicomanie, bien, offrons un groupe de thérapie. Donc, c'est un peu, ça fait partie de l'ADN des équipes de suivi intensif. Et comme François en parlait tantôt aussi, qu'est-ce qui nous a semblé très apparent aussi, c'est tout un peu en lien avec la clientèle, mais tout le paradoxe qui pouvait se présenter entre la personne a sa propre vision de la situation, mais en même temps, elle est référée sur une équipe de suivi intensif, pas parce qu'elle avait des forces, malheureusement. Elle est rentrée dans l'équipe de suivi intensif parce qu'il y avait un éventail de besoins, parce qu'il y a eu des déficits. On n'aime plus ça, dire ce mot-là, mais en même temps, c'est souvent la raison de pourquoi la référence s'est faite. Fait qu'il y a comme une réorganisation dans notre façon de penser au sein de nos équipes de suivi intensif si on veut que l'approche fonctionne. Donc, présentement, je vous dirais que quand on a commencé à regarder, en même temps, il y a des grands avantages aux équipes de suivi intensif. L'équipe de suivi intensif a fait beaucoup de modifications dans ces processus. On parle de l'intégration des pairs aidants, on parle de l'intégration des différents spécialistes, on parle de l'intégration de l'approche motivationnelle, l'approche de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, avec les années, les équipes se sont beaucoup mobilisées. Le suivi intensif, le modèle ACT, a la capacité de s'adapter. Donc, d'intégrer une nouvelle approche reconnue efficace, ça se fait bien, ça s'est déjà fait et ça se fait bien. Quand on parle d'un document plus du manque de temps, je vous dirais qu'avec les travaux qu'on a fait en lien avec le plan d'intervention, il a été apparent de dire, bon, le plan d'intervention est rempli par les intervenants pour justement adresser, ça va être quoi les objectifs pour les prochains mois. L'inventaire des forces est vraiment très complémentaire dans cette optique-là, parce que si on veut adopter une posture rétablissement, si on veut adopter une posture réadaptation dans nos équipes qui
a une tendance souvent plus traitement, bien, d'avoir un outil qui appartient au client et qui permet de dire, bien, écoute, tu vas pouvoir nous aider à définir c'est quoi tes priorités à toi, puis souvent, à 90%, ça va être compatible entre qu'est-ce que l'équipe veut viser et qu'est-ce que le client veut viser. Donc, c'est un document qui a vraiment sa place en complémentarité au plan d'intervention. Et finalement, il y a beaucoup d'aspects qu'on voyait comme difficiles, je dirais qui étaient incompatibles, qu'on voyait au premier abord, que les équipes qui ont commencé à utiliser tranquillement une philosophie des forces et même des outils, il y a certaines équipes qui ont commencé à utiliser des inventaires par les forces, se rendent compte que si vous avez des cas extrêmement complexes au niveau clinique, un client qui ne veut rien savoir des services et que l'équipe cherche une solution, bien, la solution va souvent se retrouver dans les ressources de la personne, dans son entourage, dans c'est quoi ses champs d'intérêt, qu'est-ce qu'il peut le faire, la personne ne veut pas sortir de chez elle, mais sur quelle force qu'on pourrait se servir pour que la personne puisse avoir le goût de sortir de chez elle. Donc, ça devient un outil de réponse, finalement, à des besoins. Fait qu'à cet égard-là, c'est vraiment très utile pour nos équipes de suivi intensif. Donc, comme j'ai dit, au niveau de la réinsertion, je vois le temps qui file, je suis désolé, au niveau de la réintégration communautaire, bien, en fait, il y avait déjà un changement, il y avait déjà une amorce de changement qui était fait dans nos équipes. On requestionnait déjà beaucoup le côté d'offrir tous les services à l'intérieur de l'équipe parce qu'on avait une mentalité avec l'adoption du volet rétablissement dans nos équipes, de dire que lorsque l'équipe va cesser son suivi, comment que la personne va avoir accès encore à un groupe de sport, avoir accès à un groupe en dépendance et tout ça. Fait que de plus en plus d'équipes réévaluent déjà ces aspects-là et l'approche par les forces va venir rendre plus systématique cette réflexion de dire, bien, le client, oui, il y a des besoins, oui, il y a des déficits, mais en même temps, on devrait toujours aller chercher le plus possible la communauté le plus naturel possible autour de la personne pour que quand on va se retirer comme équipe traitante, bien, il va y avoir d'autres personnes autour d'elle pour assurer le suivi. Et en même temps, l'approche par les forces était aussi citée dans nos échelles de fidélité. Donc, il y avait vraiment une emphase qui était déjà mise pour essayer de faire ressortir les forces des clients. Donc, on regarde de plus en plus les équipes. Quand ils commencent à utiliser les outils, je parle surtout de l'inventaire par les forces, fait vraiment quelque chose de rend l'utilisation des forces plus systémique et rend aussi moins vulnérable le changement qu'on retrouve à l'intérieur des équipes. Parce que tantôt, on disait, c'est difficile les équipes qui ont du changement d'adopter le modèle par les forces, mais pour une équipe SIM qui a du changement, je vous dirais que lorsque les outils sont déjà en place, bien, ça repose moins sur la volonté des intervenants. Ça va être un processus qui va être plus systématique au sein de l'équipe. Fait que je vois Mireille qui fait ça comme ça depuis tantôt. Merci beaucoup de votre attention.